Bonsoir à tous, bienvenue samedi 14 janvier 2022, voici les titres de l'actualité. Point de presse ce jour des syndicats des retraités de la CNESS, objectif apporter des clarifications face aux accusations dont ils font l'objet, vous le verrez dans ce journal. Et puis, en culture, le comité d'organisation du Festival panafricain du cinéma a procédé ce vendredi au dévoilement de la sélection officielle de la 28e édition de la Biennale du cinéma africain. En visite dans les provinces impactées par l'interruption de la voie ferrée, le Premier ministre Alain-Claude Biliminze a tenu à rassurer les populations du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo. Bienvenue, micro de la presse présidentielle. Jour de travail pour le président de la République, mais aussi jour d'échange avec le tout nouveau Premier ministre. Au nombre des dossiers en priorité ce jour, la situation de la voie ferroviaire endommagée et les moyens mis en œuvre depuis plusieurs jours pour soulager le quotidien des populations impactées. Avec des membres du gouvernement originaires des deux provinces du Haut-Ogooué et l'Ogooué-Lolo et les ministres sectoriels, nous sommes allés au plus près pour voir la situation née de l'incident sur les chemins de fer. On s'est rendu compte que les mesures prises par le gouvernement portent leurs fruits. Les magasins sont à nouveau approvisionnés. Le carburant commence à nouveau arriver dans les stations-service. Et nous sommes également allés voir au niveau de la SGPP s'il y a des réserves. Les efforts consentis par le gouvernement de la République portent des fruits. Nous voulons rassurer l'opinion nationale que la situation revient progressivement à la normale, qu'il n'y a pas de drame, il n'y a pas de pénurie dramatique dans le Haut-Ogooué et le Lolo. Il reste le problème du gaz butane qui connaît encore quelques difficultés, mais nous sommes mobilisés pour résoudre cela. Au contact des populations impactées depuis plusieurs jours, le Premier ministre peut donner des gages d'assurance. Nous sommes également mobilisés pour rétablir la situation sur le chemin de fer. Certaines dates ont été indiquées, mais nous allons nous assurer de la capacité des entreprises à tenir ces dates-là. Et donc, pour le moment, on ne communique pas de date officielle, mais c'est en cours de résolution. Pour cette voie ferroviaire, comme pour l'ensemble du réseau routier national, la solution à long terme réside dans l'intermodalité. Les mesures à long terme, c'est notamment l'intermodalité. Nous ne pouvons pas dépendre d'une seule capacité pour alimenter des provinces comme le Haut-Ogooué et l'Ogooué-Lolo. C'est pour ça qu'une instruction a été donnée au ministère des TP pour présenter un programme urgent de réhabilitation de la voie économique et ce programme doit démarrer rapidement. Accélérer le rythme de l'action gouvernementale sur le terrain pour répondre aux préoccupations les plus importantes des populations. C'est l'ambition du président de la République qui a donné des instructions fermes pour atteindre cet objectif. Le chef de l'État a demandé qu'il y ait une accélération de la cadence. Il a dit et imagé d'appuyer plutôt sur l'accélérateur que sur le frein. Nous allons mettre cela en application sans nous précipiter, mais en ayant, comme on l'a indiqué, la volonté de travailler dans un vrai patriotisme, dans un vrai pragmatisme et dans la proximité avec les populations. Pour le Premier ministre et son équipe ici, il s'agit donc de veiller à l'application des instructions du chef de l'État pour coller au plus près des préoccupations des populations. Nommé le 9 janvier dernier au poste de Premier ministre, Alain-Claude Biliminze a aussitôt mis en place son gouvernement composé de 45 membres, un gouvernement jugé pléthorique et pas trop d'accord avec cette reconstitution gouvernementale. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons Geoffroy Fumbola Libeka, président de la plateforme. Votre plateforme, bien sûr, bien évidemment. Le COPIL citoyen, porte-parole. Porte-parole du COPIL citoyen. Exact. Alors, le gouvernement vient d'être nommé, c'est 45 ministres, sinon 7 ministres de plus par rapport au gouvernement précédent, un gouvernement auquel vous n'êtes pas d'accord et pourquoi? Bon, c'est pas tant qu'on n'est pas d'accord par rapport à la nomination d'un gouvernement, nous sommes contre la forme. Du moment où ce gouvernement est pris en charge par les finances publiques. Si c'était les finances privées, donc les leurs, nous n'aurons pas à nous plaindre, mais du moment où ils engagent des finances publiques, nous émettons beaucoup de réserves sur déjà son caractère pléthorique, ça c'est de 1, et sous un autre aspect, les objectifs assignés à ce gouvernement, parce que dans sa nouvelle recomposition,
ce gouvernement n'est pas tant différent du précédent. Il faut noter qu'on a juste eu 2 départs de l'ancien gouvernement. Donc, on ne va pas me dire que ce sont les 2 ministres qui empêchaient le gouvernement de travailler comme il se doit. Donc, le gouvernement a un caractère pléthorique. Et aujourd'hui, le gouvernement du Gabon, en matière de ratio, de membres du gouvernement par million d'habitants, oui. Le Gabon a un ratio de 19,2 par là, plus important que celui des États-Unis, qui a plus de 300 millions d'habitants, plus important que celui de la Chine. La Chine a 11 ministres. Les États-Unis sont à moins d'une vingtaine de ministres. Mais ce n'est pas les mêmes objectifs aussi. Justement. Le gouvernement gabonais n'a pas forcément la même vision que les États-Unis, que la Chine, je suis totalement d'avis avec vous. Ils n'ont pas la même vision, parce que les autres ont pour vision de développer leur pays. Le nôtre, il a pour vision de s'enrichir de façon outrancière. Et le fait que nous soyons aujourd'hui super endettés... On parle quand même de la relance de l'économie. Oui, non, mais ce sont des termes, ce sont des mots... vise le gouvernement gabonais aujourd'hui pour atteindre l'émergence à l'horizon 2025. Moi, je vous prends un cas simple. Je vous prends un cas simple, une démonstration de ce que je suis en train de dire. Vous avez vu, il y a la création d'un ministère en charge de la consommation et de la lutte contre la vie chère. En fait, un non-sens. Pourquoi? Parce que les questions de consommation ne sont autres que la conséquence des politiques douanières et fiscales. C'est parce que d'une part, la fiscalité a augmenté, la douane a augmenté, que les prix augmentent. Donc, le volet lié à la consommation, à la vie chère, n'a pas à être détaché du ministère de l'économie. Parce qu'en étant au niveau du ministère de l'économie, le ministre de l'économie a une main mise sur les différentes directions. Donc, en un tour de table, elle peut résoudre le problème. Or, quand on détache ça, cela sous-entend que l'actuel ministre de la lutte contre la vie chère, pour qu'il puisse travailler, il faut qu'il ait le cutus du ministre de l'économie. Dans ce cas, quel est l'intérêt? Ce sont des dépenses inutiles. En matière d'objectifs et d'efficacité, ça va ralentir la machine. C'était en termes d'efficacité aussi que le gouvernement mais c'est contre-productif. D'une certaine manière, non, c'est contre-productif. Dédouaner un peu les charges au ministre de l'économie. Non, mais non, à ce niveau, c'est contre-productif. On ne peut pas déjà juger le maçon tant qu'il n'a pas encore été au pied du mur. Non, mais le problème, c'est que le maçon, il est au pied du mur depuis 14 ans. C'est-à-dire qu'il n'a même pas encore commencé à poser, ne fût-ce que les fondations. Donc, je ne sais pas s'il faut qu'on prenne 100 ans pour juger ce maçon. Mais on ne veut pas d'un maçon vous êtes quand même d'accord que c'est au fur et à mesure justement qu'on essaie de se mettre, on va dire, sur des actions que le gouvernement aussi juge et on va dire ses lieutenants afin de pouvoir justement raviser aussi sa politique, sinon son management en termes de personnalité dans l'action. Moi je vais vous dire en fait ma vision que j'ai de l'économie. Voyez-vous, en 2010, quand les promoteurs de l'émergence arrivent, les finances, les dépenses au niveau de la fonction publique sont autour de 300 et quelques milliards. En 2022, nous sommes à 600 milliards. Donc, c'est ce qui sous-entend que on a quasiment doublé, en l'espace de 14 ans, le budget du personnel des fonctionnaires. Ça, c'est un. Logiquement, quand on double, on s'attend à plus d'efficacité. Mais ce n'est pas le cas. On a plus de dépenses. Le Gabon, aujourd'hui, est le pays qui a le taux de fonctionnaires le plus élevé que la Chine, plus élevé que la Côte d'Ivoire et tout ce qui s'ensuit. Et l'essentiel de dépenses de personnel... À la fonction publique, on ne peut plus le recruter. Oui, non, j'arrive. De jeunes au chômage. J'arrive. L'essentiel des dépenses de la fonction publique sont de l'ordre du ministère de la Défense. Pendant qu'on réduit, par exemple, pour 2023, les postes au niveau de la santé de 2000, on maintient autour de 700 postes pour l'éducation, le gouvernement s'apprête à recruter 10 000 nouveaux soldats. Donc, il compte faire passer l'effectif de l'armée de 20 000 soldats à 30 000 soldats, supérieurs au Sénégal, supérieurs à bon nombre de pays. Mais on ne résout pas le problème du chômage en augmentant les effectifs de la fonction publique. On les réduit pour avoir des liquidités afin de les réinjecter dans l'économie pour pouvoir accompagner les entrepreneurs, parce que ce sont des entrepreneurs qui créent de la richesse. Donc pour moi, je pense simplement que nous sommes en face d'un gouvernement et d'une gouvernance qui n'a en réalité pas d'objectif.
Le seul objectif, c'est simplement d'engraisser ces membres de Remax Société. Qu'en dites-vous, Geoffroy, aujourd'hui, quand même, de cette politique de l'autonomisation des jeunes, de la politique mise en place par le gouvernement pour permettre également à ces femmes-là d'être autonomes aujourd'hui avec les différentes associations, une vision quand même qu'accompagne le gouvernement pour pallier un tant soit peu à ce manque, justement, des jeunes qui sont aujourd'hui en taux croissant dans la question du chômage. Vous savez, moi je suis très factuel, moi ce sont les chiffres. Tout ça, c'est beau, les discours, réduire l'emploi. C'est beau, ça sonne très bien. Mais ça sert surtout à nos gouvernants ça sert à nos gouvernants d'argument pour lever de l'argent à l'international. Et laissez-moi vous dire qu'ils en lèvent suffisamment. Il y a des dizaines de milliards qui ont été levés auprès de la BAD et de la Banque mondiale pour l'employabilité des jeunes. J'ai fait une étude dans ce sens dont j'ai présenté les résultats dernièrement. Vous avez plus de 60-70 milliards de mobilisés pour l'employabilité des jeunes, mais entre nous, on est là. Quoi, un jeune, un taxi pour plus de 70 milliards? Non, arrêtons. Il y a des politiques qui existent, qu'ils mettent en place, mais malheureusement, ces politiques ne servent au gouvernement qu'à lever de l'argent. Et une fois qu'ils ont cet argent, ils le détournent, ils ne l'investissent pas. Il n'investit pas pour l'objectif. Vous avez des preuves finalement que le gouvernement détourne, vous avez... Bon, moi de nous dire, c'est ce qu'on demande depuis au gouvernement. Nous sommes quittés d'une dette de 1300 milliards de francs CFA en 2009. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 7000 milliards de francs CFA. Qu'ils nous disent en fait ce qu'ils ont fait des 6000 et quelques milliards. C'est la seule chose qu'on demande depuis. Jusqu'à présent, on ne l'a pas. Quand vous avez un gouvernement qui met dans sa loi de finances 400 millions pour, on va dire, ériger un ascenseur privé d'un Premier ministre, enfin, je suis désolé, si c'est ça les dépenses, à quoi servent l'argent qu'on mobilise, je dis un problème. Nous sommes sur les chiffres. Nous sommes à plus de 30% de taux de chômage. Logiquement, on était censé réduire. Comment se fait-il qu'entre 2010 et aujourd'hui, le chômage a pris de l'ampleur, alors qu'on a eu beaucoup plus d'argent pour pouvoir lutter contre le chômage? Où est cet argent? Nous, ce sont les chiffres. On ne diffame pas, on n'accuse pas. Le gouvernement investit dans, on va dire quoi, la réhabilitation de certaines structures hospitalières, construire certaines salles de classe. Ils ont également construit quand même certaines écoles. C'est quand même à mettre à l'actif de ces dépenses en termes d'investissement. Non, ce que vous dites n'est pas du tout faux. Hein. Ça, c'est quand on a cette vision par rapport au reportage que l'on a. Je vous prends un cas simple. Pas seulement un reportage, c'est sur le terrain, on peut vérifier. Non, je vous le démontre en fait à suffisance. Vous levez près de 70 milliards auprès de l'AFD dans le cas du projet PIS, sinon un peu plus d'une centaine de milliards. Et vous sortez, avec ces 100 milliards-là, vous sortez une dizaine d'écoles. Mais quand vous faites une évaluation, une dizaine d'écoles, ça vaut 100 milliards? Non, mais c'est en fait ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes dans une forme de trafic d'influence et de manipulation de conscience. On lève de l'argent, oui, mais les actes qui sont posés sur le terrain ne sont pas proportionnels aux montants qui sont levés. C'est ce que nous disons. Nous ne disons pas qu'il n'y a rien qui est fait. Vous voyez quand même la qualité des infrastructures. Mais je reviens sur le même. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me mette un rapport. Ouais. On me dise, OK, on a mobilisé 10 000. Voilà les infrastructures qu'on a construites sont l'équivalent de 10 000. Mais si vous avez mobilisé 10 000 et que ces infrastructures sont de l'équivalent de 1 000 francs, vous avez détourné 9 000. Oui, mais en fait, on ne porte pas plainte au gouvernement. Voyez-vous, nous sommes des patriotes. Et comme dispose l'article 1er alinéa 21 de notre Constitution, chaque citoyen a le devoir de défendre la Constitution et les lois de la République. Le gouvernement a été nommé par décret. Mais rendez-vous compte qu'à ce jour, le décret n'est toujours pas publié. Pas plus tard que vendredi, j'étais au journal officiel pour savoir si finalement le décret a été publié. Pourquoi? Parce que la loi et la Constitution, elle est claire. Un décret ne peut être effectif qu'après sa publication. Ce qui est à dire que tout ce que le gouvernement fait à ce jour, conseil de ministres, prestation de serment, c'est en violation de la loi. Là également, on aura le sentiment, pour ceux qui ne sont pas regardants sur les questions, le droit vont dire non, mais eux, ils sont toujours en train de se plaindre. Mais on ne se plaint pas. On veut que nos gouvernements respectent la Constitution. Donc c'est un gouvernement plus ou moins, si vous voulez dire, illégal? Mais il est en fonction de façon illégale. Il n'est pas illégal dans sa composition. D'accord. Il y a eu un décret, mais il ne peut pas entrer en fonction tant que le décret n'est pas publié. Et donc, les actions que le gouvernement pose à ce jour, mais ce sont des actions qui sont en violation de la loi.
Nous, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au décret? Parce que simplement à cause de son caractère pléthorique, nous comptons introduire une requête à la Cour constitutionnelle pour contester ce gouvernement, afin que la Cour constitutionnelle rejette ce gouvernement et qu'on renvoie le Premier ministre à sa copie pour nous produire un gouvernement qui tienne compte de la situation sociale actuelle, donc qui commence par réduire ses charges. Et ce que nous disons ici, nous ne le disons pas que parce que c'est nous qui voulons le dire. L'État gabonais, pour lever de l'argent près des bailleurs de fonds, a pris des engagements. Au nombre des engagements, la réduction des charges publiques. Donc, au lieu de réduire les charges, ils augmentent. C'est une violation de ces accords. Donc, c'est le format dans lequel nous ne sommes pas contre un gouvernement quelconque, mais tant que les choses sont faites dans le respect de la Constitution et par rapport à la réalité sociale actuelle, on n'a aucun souci. D'accord, peut-être pour aller maintenant à la deuxième et peut-être la dernière question, c'est l'appel à la concertation lancé par le chef de l'État lors de son discours à la nation. Est-ce que le COPID citoyen prendra part justement à cette invite? Oui, mais déjà, c'est l'appel à la concertation, il faut dire, ce n'est pas le gouvernement qui a invité les compatriotes à la concertation. Le chef de l'État a répondu à l'invitation des compatriotes que nous sommes. Parce que là, il faut également recadrer les choses. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est la concertation du président Ali Bongo. Non, le président Ali Bongo, comme il a dit dans son discours, j'ai écouté les compatriotes. On n'a aucun souci. Et pourquoi est-ce que vous ne prendrez pas justement à cette... Mais justement parce que, qu'on le veuille pas, le chef de l'État est le garant des institutions. Donc, s'il y a une concertation avec ce dernier, mais par rapport aux revendications que nous posons en matière de gouvernance, en matière de démocratie, ne perdons pas de vue que nous avons quand même travaillé sur une proposition de la réforme du code électoral, ça c'est de 1. Okay. Nous avons introduit une requête récemment pour l'annulation de la loi de finances et au nombre des arguments de cette requête, nous avons demandé justement de la Cour, puisqu'il y a 100 milliards affectés aux élections, dont 16 milliards pour le contentieux, nous avons dit à la Cour que ce contentieux peut être évité s'il y a une concertation politique, sociale, qui va permettre d'avoir un nouveau code électoral. Donc, tout ce que nous avons exprimé trouve sa réponse à la volonté du chef de l'État, afin de se réunir. Moi, on espère que ce ne sera pas une réunion de plus. Et c'est pourquoi nous demandons au chef de l'État qui veut organiser cette concertation, que cela se fasse sans pour autant que l'État dépense un franc. Merci Geoffroy Fumbola d'avoir répondu à notre invitation. Nous aurons certainement l'occasion de plucher encore de plus en profondeur ces questions lors de certaines émissions que nous aurons sur ce plateau. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Point de presse ce jour des syndicats des retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale. Objectif, apporter des clarifications face aux accusations dont ils font l'objet. Chimène. Les retraités sont accusés d'être à l'origine du non-paiement des salaires des agents membres de la coalition des syndicats de la CNSS. Les premiers accusant les seconds d'avoir tenu des propos malveillants à leur égard. Face à ces allégations, les syndicats des retraités de la CNSS apportent des clarifications. Défendant les intérêts moraux et matériels des retraités, nous avons pensé qu'il n'était pas opportun de payer le 13e mois au moment où 5 000 retraités attendaient le premier paiement de leur pension, 1 400 femmes en couche attendaient le paiement de leur indemnité journalière de maternité depuis 5 ans. Les allocations vieillesse, même les plus modestes, ne sont pas payées. Devant un tel décor, peut-on prétendre payer le 13e mois alors que les salaires sont régulièrement payés, ce dans une entreprise où le vol est généralisé? Au cours de cette communication, le président de l'UATC a présenté l'état dans lequel se trouvait l'institution à l'arrivée d'Ossi Okori, énumérant quelques points. 28 milliards de déficits laissés par ses prédécesseurs. Les découvertes sur tous les comptes bancaires, tous les comptes étant au rouge. 55 milliards de crédits spot laissés par ses prédécesseurs. La dette des fournisseurs avoisinait 10 milliards et donc près de 6 milliards de fausses factures et surfacturation. Plus de 5 000 retraités étaient en attente du premier paiement de leur pension, ce pour un montant de 19 milliards. Aussi sur les dettes et la gestion de la CNSS. L'État s'est engagé à régler une partie de la dette à travers 2 conventions. Une convention de 21 milliards pour la dette liée à la monte, la main-d'œuvre non permanente, et une autre de 39 milliards pour le compte des sociétés d'État.
C'est fort de ce constat que nous, retraités de la coalition Sinaret UATC, au piquet à la CNSS, avons donné notre avis de l'inopportunité de payer le 13e mois au regard de la trésorerie de la CNSS désastreuse. Sur instruction du chef de l'État, les 4000 retraités qui attendaient le paiement de leur première pension vont passer à la caisse ainsi que les 1400 femmes en couche qui attendaient le paiement de leur indemnité journalière de maternité. Il en est de même pour ceux et celles qui attendaient le paiement de leur allocation vieillesse d'ici la fin de ce mois de janvier 2023. La coalition des syndicats des retraités se réjouit de cette initiative du président de la République gabonaise. Retour à l'intérieur du pays, à Tchibanga plus précisément, le centre de formation de perfectionnement professionnel Valentin Miyindou Minzam de Tchibanga vient d'abriter la tenue des journées nationales d'information et de sensibilisation et d'orientation organisée par l'Agence nationale de formation professionnelle. Plus de précision dans cet élément signé Aristep Moussavou. Le centre de formation et de perfectionnement professionnel Valentin Miyindou Minzam de Tchibanga vient d'abriter la tenue des journées nationales d'information et de sensibilisation et d'orientation organisée par l'Agence nationale de formation d'enseignement professionnel du 9 au 10 janvier 2023. Vous savez que c'est un domaine de formation très important qui vient en complément de ce qui se fait au niveau de l'enseignement général et au niveau de l'enseignement technique. C'est pratiquement le domaine final puisqu'il est question de conférer à chaque apprenant un métier qui lui permettrait effectivement de rentrer dans la vie professionnelle bien armé, bien compétent et donc capable de pouvoir effectivement déployer tout son savoir et son savoir-faire, son savoir-être pour s'établir dans la vie active. Ces journées ont pour but d'informer le public de l'ouverture d'un nouveau centre de formation professionnelle à Port-Gentil. Ce centre qui va imminemment s'ouvrir va donc former à 6 filières. Et ce sont ces 6 filières que nous sommes venus ici pour pouvoir informer, promouvoir pour que les jeunes puissent en avoir une idée et puissent se déterminer quant à leur choix par rapport à ces 6 métiers qui sont proposés. Naturellement, c'est un début, c'est un centre grand qui a une dimension internationale qui va se développer, qui va s'agrandir. Dans un premier temps, ce sont donc ces 6 filières. Alors, le concours en lui-même va se dérouler le 4 février 2023 et c'est donc à cet effet que des inscriptions vont déjà s'ouvrir à partir de demain, le 11 janvier. Elles iront jusqu'au 21. C'est sûr qu'il y aura une petite expansion. Donc voilà. Notons que selon la Banque mondiale, la formation professionnelle est la solution qui dote les jeunes des compétences nécessaires à l'exercice d'un emploi. La suite de cette édition d'information débutait le 9 janvier dernier. La conférence nationale des femmes tire à sa fin. Le deuxième panel axé sur le numérique, un accélérateur de développement pour les femmes qui a commencé le 12 est sur le point de s'achever ce samedi. Jessica Andjoua était sur place. Si vous avez à cœur de pouvoir créer des choses à partir de rien. La femme est le pilier de la cellule familiale. La femme reste le pilier dans la société et celle-ci doit opérer sa transformation digitale, c'est-à-dire se servir du numérique comme un tremplin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans le monde en général et dans la société gabonaise en particulier, quel que soit son rang social. C'est tout le sens donné au deuxième panel de la Conférence nationale des femmes, dont le deuxième sous-thème est le numérique, un accélérateur de développement pour les femmes. Avec un taux de croissance de 5% dans le PIB, le Gabon est le 6e pays africain le plus connecté au monde et le premier en Afrique centrale. Aujourd'hui, c'était de dire que cette infrastructure est aujourd'hui la possibilité pour tous ceux qui veulent entreprendre, tous ceux qui veulent impacter, de pouvoir se servir du numérique comme levier. Pour les participantes, cette rencontre reste enrichissante. Au travers le numérique, nous avons compris que la femme peut trouver du travail. Au travers le numérique, nous avons compris qu'il y a une multitude de métiers du numérique qui peuvent permettre à la femme de s'épanouir. Cet événement du donner et du recevoir permet à la femme gabonaise d'éveiller sa conscience. Si une femme n'est pas éduquée, si elle ne connaît pas qui elle ne pourra pas savoir quelles sont les opportunités qui sont
face à elle pour pouvoir développer le Gabon. Elle ne pourra pas savoir quels sont ses atouts à elle et dans quel secteur elle peut apporter sa pierre à l'édifice pour impacter le Gabon. Le numérique est devenu un secteur dynamique, un vivier pour le développement des compétences et de l'innovation. À l'occasion de la journée mondiale des orphelins et des enfants vulnérables, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargé des droits de l'homme a organisé un arbre de Noël en différé pour ces enfants nécessiteux, une cérémonie qui a été rehaussée par la présence d'Erline Antonella Dembe, épouse Damas Chimène Nindon. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a tenu à rappeler à tous et à chacun l'intérêt et l'importance qu'il accorde à la solidarité en faveur des plus faibles et des plus démunis dans le cadre de son action politique. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes chers enfants, les orphelins et autres enfants vulnérables ont, comme tous les autres enfants, besoin qu'on leur manifeste de l'amour, de l'attention et qu'on prenne soin d'eux pour leur épanouissement intégral. Comme tous les enfants, ils ont besoin que leurs droits, reconnus par notre Constitution, nos lois et règlements et les conventions internationales auxquelles notre pays est parti, notamment la Convention des droits de l'enfant, soient effectivement garantis. À titre de rappel, ces droits incluent, entre autres, le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination, le droit d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit de jouer et d'avoir des loisirs. C'est d'ailleurs pour tenir compte particulièrement du droit qui leur est reconnu de jouer et d'avoir des loisirs qu'il nous est apparu nécessaire d'organiser cet arbre de Noël en différé en vue de donner du sourire et d'apporter de la joie à 200 orphelins, enfants vulnérables qui recevront des jouets et d'apporter une aide à 6 structures d'accueil de ces orphelins enfants vulnérables grâce à des chèques cadeaux d'une valeur de 300 000 francs CFA chacun. Des enfants orphelins et vulnérables au Gabon, on en compte par milliers et plusieurs organisations et associations s'y engagent pour apporter un peu de sourire à ces personnes nécessiteuses. Nous recevons sur ce plateau Jennifer de Mayombo, communicatrice, également engagée dans l'action sociale auprès des orphelins. Bonsoir Jennifer de Mayombo. Bonsoir à vous et merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, vous êtes également, on va dire, très engagé dans l'action sociale des orphelins au Gabon. Vous voulez déjà avoir avec vous quelles sont les raisons qui vous ont motivé de vous inscrire justement dans ce sens et depuis combien de temps cela dure déjà? Alors, parce qu'avant tout, un orphelin, c'est mon prochain. Donc, il est important pour nous de pouvoir apporter ce que nous avons aux personnes nécessiteuses. Et on va dire qu'aujourd'hui, ça va faire 5 ans que nous œuvrons là-dedans. En réalité, ce que nous faisons, c'est que nous apportons véritablement ce que nous avons. On ne vient pas avec des cadeaux, contrairement à d'autres personnes, mais ce que nous avons, on va sur place. Le procédé est totalement différent. On va dans les pensionnats, on demande aux responsables des pensionnats ce dont ils ont besoin. Et à ce moment, nous, on se retrouve, quand je dis nous, c'est-à-dire c'est notre petite équipe. Donc, nous retrouvons et à ce moment, on va devoir faire des achats et apporter le strict nécessaire à ces différentes personnes. Et c'est depuis combien de temps déjà? Alors aujourd'hui, ça va faire, on vient de terminer 5 ans, donc nous entrons dans la 6e année que nous posons ces différentes actions. Et en quoi cela consiste, si on peut peut-être un peu revenir? Alors vraiment, c'est comme je disais tout à l'heure, on ne va pas attendre Noël pour pouvoir offrir des cadeaux parce qu'il ne faut pas se mentir. Généralement, les enfants n'ont pas spécialement besoin des cadeaux. Ils ont des réalités dans les pensionnats. Vous avez par exemple des responsables d'orphelinat qui vont vous dire que ici nous avons des enfants mais que nous scolarisons. Parce que généralement, on pense que dans les orphelinats, on n'a que des enfants de 0 à 13 ans. Alors qu'en fait, il y a des enfants de 18 ans, de 20 ans, d'une vingtaine d'années. Alors, il y a ceux qui auront peut-être besoin d'un sac pour aller à l'école. Il y a ceux-là qui auront besoin de fournitures. Et il y a d'autres qui auraient éventuellement besoin d'argent pour pouvoir subventionner leur scolarité. Donc, ils ont de véritables besoins. Sauf que ce que nous voyons souvent à la télé, c'est qu'on n'apporte que des cadeaux, on n'apporte que des
vivre alors qu'on oublie qu'ils ont d'autres besoins, par exemple pouvoir se vêtir, mais aussi pouvoir acheter des livres, parce que pour la plupart, ce sont des érudits, des grandes têtes à l'école. Et on a des orphelins qui sont déjà à l'orphelinat. Et aujourd'hui, dans certains pensionnats avec lesquels nous travaillons, nous avons des orphelins qui travaillent, c'est-à-dire ils ont terminé leur cursus, ils ont fait le baccalauréat, ils sont allés à l'université et aujourd'hui, ils peuvent travailler. Sauf que ils ont le même souci, c'est-à-dire comment pouvoir insérer ces jeunes plus facilement. Certains vont aller à l'ONE et autres parce qu'après, il ne faut pas se mentir, ce sont des citoyens gabonais et c'est un peu dommage, j'ai envie de dire, que certains de nos orphelins arrivent à faire de 0, sinon de 5 ans, jusqu'à 25 ans, encore à l'orphelinat, alors que normalement, ils devraient avoir un âge limite. Bon, c'est normal avec les réalités qui sont quand même particulières au Gabon. Ces enfants n'ayant plus de famille peuvent se retrouver justement encore dans ces genres de situations. Je voulais parler avec vous que c'est vrai que vous n'êtes pas forcément, on va dire, déployé dans tous les axes où les jeunes ont forcément besoin de l'aide ou d'une main tendue. La question, par exemple, aujourd'hui de la violence de ces jeunes qui se retrouvent dans les quartiers comme Garoutière, Kingélé, etc. Est-ce que dans l'engagement social que vous menez aujourd'hui, vous espérez, sinon vous envisagez aussi avoir un regard par rapport justement à cette catégorie des jeunes qui sont plus ou moins déjà marginalisés et en proie à la violence? Alors, je vais répondre à votre question, mais tout à l'heure, vous avez parlé de ces jeunes qui n'ont plus de parents. Je vais quand même apporter une petite nuance parce que c'est très important de le dire. Au niveau du Gabon, ce que nous appelons orphelins, en réalité, parfois, c'est pas vraiment des orphelins. Vous avez des personnes qui vivent dans des pensionnats, mais qui ont encore un père et une mère qui sont pas souvent décédés, qui ont des grands-parents, qui ont des tantes. Et la plupart des personnes qui vont faire des dons dans ces orphelinats, en réalité, parfois, ce sont des parents. Soit la maman est malade mentale, ou le papa est ceci et cela. Et donc, c'est comme si on casait notre enfant. En réalité, pour la plupart, c'est pas vraiment des orphelins. Et puis, pour ce que vous avez parlé tout à l'heure, vous parlez comment est-ce qu'on peut accompagner ces différents jeunes aujourd'hui qui sont dans la rue. Les enfants, on va mettre entre guillemets les enfants de la rue. Non, nous n'avons pas encore pensé à cela parce que on n'est pas une association. Alors, Jennifer de Mayimbo, non, je ne suis pas une association. Je me concerte avec des amis et ce sont nos propres moyens que nous utilisons. Parce qu'il faut aussi dire, quand même, entre guillemets, certaines associations au Gabon deviennent un peu des mendiants. Ils passent le temps à écrire des documents, des lettres et tout, des demandes d'aide. Et parfois même, quand on vérifie, les fonds qu'ils arrivent à décaisser ne sont pas souvent utilisés pour aider certaines associations. Mais la démarche, la démarche en soi n'est pas forcément mauvaise aussi. Non, la démarche n'est pas forcément mauvaise, mais j'ai envie de dire, nous, comment nous procédons, c'est-à-dire, on se concerte, on va vers le pensionnat, on essaye de lister les différents besoins. À ce moment, on voit avec ce que nous avons dans nos poches. À ce moment, nous pouvons venir en aide. Mais aller à longueur de journée, et quand je vous dis bien, ce sont des documents administratifs, c'est qu'ils vont de ministère en ministère, de bureau en bureau pour demander de l'aide. Et parfois, vraiment, cet argent, ce qu'ils arrivent à récolter, n'est pas souvent utilisé à bon escient. C'est dommage, mais c'est ce qui arrive au niveau du Gabon. Et les associations ne devraient pas être des associations mendiantes. Elles devraient éventuellement travailler pour pouvoir elles-mêmes générer des fonds, pour pouvoir venir en aide à ces différents enfants. Et donc, comme nous, on le fait de nous-mêmes, on n'a pas encore, on va dire, assez pour pouvoir aider. Mais rassurez-vous, pour 2023, dans les différentes actions que nous allons poser pour 2023, il est fort probable qu'on puisse rendre visite à ces enfants de la rue, mais pas pour leur apporter à manger, pour leur apporter des vêtements, non, mais voir dans quelle possibilité peut-être les insérer dans ces pensionnats. Alors, Jennifer de Mayimbo, comment est perçue vos actions auprès de ces responsables de l'orphelinat aujourd'hui? Comment est perçue justement les actions que vous menez? Alors, je vais être honnête et je ne vais pas non plus me jeter des fleurs. Il faut dire vraiment ce que nous faisons, c'est très différent de ce que beaucoup de personnes arrivent à poser comme action sur le terrain. Pourquoi chaque fois fait de comparaison et ne pas vous contenter de vôtre? Vous n'avez pas forcément la même stratégie, la même méthode. Chacun peut être différent. Non, en réalité, je vais être un peu méchante. La plupart des personnes posent les mêmes actions, c'est-à-dire à la Noël, ils vont déposer des cadeaux, à la rentrée, ils vont déposer des fournitures. Sauf qu'ils oublient que les orphelins ont d'autres besoins. Ils n'ont pas spécialement besoin des cadeaux de Noël, ils n'ont pas spécialement besoin de fournitures. Comment vous venez, vous m'offrez un sac
avec des cahiers à l'intérieur. J'ai pas de livres, j'ai pas de chaussures et j'ai même pas de quoi payer ma scolarité. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc il y a de véritables besoins. Tout à l'heure, parfois ces associations n'ont pas forcément, on va dire un peu, une trésorerie assez consistante pour permettre justement. Mais dans ce cas de figure, avec ce qu'ils ont, ils peuvent par exemple donner de l'argent, donner des enveloppes pour pouvoir permettre à 2-3 jeunes de se faire scolariser. Après, c'est pas toutes les associations. Je prends un exemple. Il y a une association, je ne citerai pas le nom, mais eux, par exemple, ils procèdent différemment. Ils vont sur place, ils vont voir le nombre d'enfants à scolariser. Ces jeunes qui ne sont pas encore scolarisés, à ce moment, ils vont ouvrir un numéro et les personnes vont envoyer de l'argent sur telle monnaie et ils vont prendre soin d'inscrire ces enfants. Vous voyez que si on procède comme ça, c'est 1000 fois mieux que de venir à chaque fois apporter juste des cadeaux, des présents pour la Noël et juste des fournitures. Il faut penser que ces jeunes ont besoin d'autre chose. Pour revenir à votre question, comment est-ce que la plupart des dirigeants, perçoivent, oui, en réalité, ils appréhendent énormément. La dernière action que nous avons menée, c'est vrai, nous étions du côté de Toum, c'est vrai, nous avons apporté des vivres, mais avant ça, nous sommes allés dans un pensionnat et nous sommes venus avec notre trousse de maquillage. On est venu faire du make-up. Ça n'a pas l'habitude de se produire. Et on a constaté qu'il y avait des jeunes filles plus âgées, on va dire de 18 et bien plus, qui étaient intéressées. C'est du bénévolat, tout ce que vous faites en longueur à de 100%, c'est du bénévolat. Et là, j'ai même envie de dire, ça va plus loin parce qu'on ne publie pas vraiment ce que nous faisons, parce qu'on se dit, ce que nous faisons, on se le garde pour nous. On ne veut pas que d'autres personnes pensent qu'on veut utiliser cela pour paraître et autres. Et donc, bien au contraire, on met juste ces jeunes en avant. Et donc, pour revenir sur le make-up, on a compris que ces jeunes filles avaient par exemple besoin d'apprendre quelque chose. Et si on offrait des trousses de maquillage à ces jeunes filles, elles peuvent en faire un métier. Et si par exemple on organise des formations pour comment apprendre à tisser une perruque et autres, c'est des petites formations qui peuvent être menées. Et ça va plus loin encore parce que on a des enfants dans ces pensionnats qui n'ont même pas d'acte de naissance. Et aujourd'hui, avec le cabinet Obama, on est en train de voir dans quelle possibilité aider ces derniers à pouvoir obtenir un acte de naissance. D'accord. Jennifer de Mayombo, est-ce que vous pensez que ces actions sont suffisantes pour mettre finalement un terme à cette précarité de jeunes, sinon de marginalisation aujourd'hui? C'est vrai que vous n'êtes pas un gouvernement. Dans cette question, j'aimerais également, peut-être avec vous, voir quel est le souhait que vous émettez pour que justement ces jeunes-là soient finalement pris en compte dans les politiques gouvernementales. D'accord. Alors en réalité, pour moi, ce serait de pouvoir permettre à ces jeunes d'être insérés dans certaines entreprises. Je vous ai dit tout à l'heure que la plupart, certains ont terminé leurs études, mais certains vivent encore dans le pensionnat. Ils ont parfois 22, 23, 25 ans, ils ont fini leurs études universitaires, leur cursus, et ils n'ont pas où aller, ils continuent de vivre là. Donc si on peut aider ces jeunes à pouvoir s'insérer plus facilement, à même obtenir ne serait-ce que des stages. Et autre chose, ce serait de faciliter, j'ai envie de dire, les familles gabonaises de pouvoir, au niveau de l'adoption, pouvoir créer des véritables facilités. Parce qu'on va dire que le cadre législatif au Gabon ne permet pas spécialement que ce soit facile pour pouvoir adopter un enfant. Donc pouvoir aider ces familles. Parce que ça fait mal. Je vous raconte une petite anecdote. J'y suis allée il n'y a pas longtemps, on va dire il y a 4 ans en arrière. Il y avait un petit bébé qui n'avait que 3 mois. Et aujourd'hui, cet enfant va bientôt avoir 5 ans. Donc pour vous dire que l'enfant est en train de grandir dans le pensionnat, alors qu'en réalité, on peut aider, on peut permettre que cet enfant puisse avoir un papa et une maman. Pourquoi toujours aller, j'ai envie de dire, au niveau de l'Hexagone, Madagascar, Cameroun et autres pays, pour ne pas faire de la publicité, mais pour dire qu'au Gabon, c'est également possible de pouvoir adopter des enfants. Donc si les pouvoirs publics peuvent nous aider à ce niveau. Jennifer de Mayombo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. L'actualité hors de nos frontières. À présent, la République démocratique du Congo a conclu un partenariat avec les Émirats arabes unis pour la commercialisation de l'or. Cette alliance permettra de freiner le trafic illégal de l'or vers les pays voisins, notamment le Rwanda. C'est un récit signé Sidela Niman. Pour la RDC, ce partenariat avec les Émirats arabes unis va permettre de maîtriser la traçabilité de l'or exploité artisanalement dans l'est du pays et exporté via le Rwanda et l'Ouganda. Une première expédition symbolique de 28 kilos d'or a eu lieu vendredi afin de consolider le nouveau partenariat entre les deux pays. Ces 28 kilos en lingots, présentés lors d'une cérémonie à Kinshasa,
sont le résultat des 5 premiers jours d'activité dans le Sud Kivu de Primera Gold DRC SA, une des co-entreprises nées de ce partenariat. C'est plus que les 26 kilos d'or artisanal exportés officiellement pour toute l'année 2021 par la RDC, quantité ridicule au regard de la vingtaine de tonnes qui, selon des estimations, seraient réellement extraites chaque année par les creuseurs ou mineurs artisanaux. L'objectif est d'expédier d'ici 3 mois environ 1 tonne par mois d'or certifié et d'arriver à terme à quelques 15 tonnes par an. Environ 30 000 mineurs artisanaux ont d'ores et déjà été identifiés pour fournir de l'or à la société qui s'engage à leur assurer un revenu régulier ainsi que l'accès aux soins et à l'éducation pour leurs familles. L'Est de la RDC est riche en minerais de toutes sortes, dont l'or, qui, au lieu de profiter au pays et à son peuple, alimente trafic et groupes armés, selon le président de la République. Une autre co-entreprise entre la RDC et le consortium émirati Primera Group Limited, qui n'est pas encore en activité, a été créée pour opérer dans le secteur artisanal dit des 3T, étain, tungstène et tantal. L'objectif, selon la présidence congolaise, est là aussi de stopper la contrebande et l'exploitation illicite, particulièrement dans l'est du pays. Des veillées funèbres dans les studios d'enregistrement, le mbolé, un genre musical camerounais issu des quartiers populaires de Yaoundé, est devenu une musique incontournable avec des rythmes enjoués qui ont tissé leur chemin dans le paysage culturel du pays. Retrouvons une fois de plus Sidela Liman. Ankol Dongo, quartier de la capitale Yaoundé et berceau du mbolé, Lionel Malongo Belinga, alias Petit Malo, est comme chez lui. L'artiste est l'un des ambassadeurs d'un genre musical qui a émergé au début des années 2000 avant d'exploser en 2016. Aux origines, le mbolé se joue dans les veillées funèbres pour réconforter les assemblées endeuillées. Le mbolé déjà c'était une partie de plaisir qu'on donnait chaque jeudi et vendredi dans les veillées, dans les événements. On se faisait plaisir, on donnait du plaisir à ces familles éprouvées qui avaient deuil, qui étaient touchées. Alors on essayait de les faire un peu oublier le chagrin en animant de minuit jusqu'au matin, en faisant des improvisations sur un beat du djembé et des claquements de mains. Aujourd'hui, accompagné de certains musiciens et de l'apport du studio, c'est devenu un rythme musical au Cameroun. Traditionnellement, un groupe se compose d'animateurs improvisant des textes et de répondants qui battent la mesure à l'aide de leurs mains ou d'ustensiles en tout genre. En 20 ans, les sonorités du mbolé ont été enrichies avec des instruments comme le piano et surtout le djembé, devenu sa percussion de prédilection. Les spécialistes de ce phénomène musical louent une musique 100% camerounaise, inspirée de la culture locale, un creuset d'influence revendiqué par les artistes. Dans le mbolé, j'ai rencontré des sonorités que j'entendais souvent dans les villages. Quand on va dans les villages, les danses traditionnelles, les consoles, on entend les sonorités là et j'ai retrouvé ça dans le mbolé. C'est ça qui est attrayant. C'est original en fait. Ça fait local, ça n'a aucune connotation gabonaise, ivoirienne, occidentale, aucune connotation. C'est là. On utilise les tam-tams, les maracas, les mains qu'on tape. Et les sujets sont locaux. Des sujets locaux qui dépeignent les conditions de vie difficiles dans les quartiers pauvres. Cet environnement a inspiré la première chanson studio de Petit Malo, Dans mon Kwata, en 2016, que l'artiste voit comme une peinture d'un Ankol Dongo. Un mot de culture avant de refermer cette édition d'information. Hier vendredi à Ouagadougou, le comité d'organisation du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, a procédé au dévoilement de la sélection officielle de la 28e édition de la Biennale du cinéma africain. Des précisions avec Modeste Mbazangoy. C'est désormais officiel. La liste des films retenus à l'édition 2023 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou est désormais connue. Ce sont au départ 1200 films qui ont été visionnés par le comité de sélection. Seuls 170 films ont été retenus et 35 pays représentés. Parmi ces films, 15 ont été agréés dans la catégorie long-métrage en course pour les talents d'or du Yenenga. Il s'agit notamment des films provenant des divers pays du continent. Le Gabon sera en compétition dans la catégorie série télé avec la série événement Le Chic, le Choc, l'échec du réalisateur Jérémy Nchoua.
Et dans la catégorie film école de cinéma, le Gabon sera fortement représenté par 4 œuvres des jeunes réalisateurs issus de l'Institut national de postes des technologies de l'information et de la communication. La 28e édition du festival va se tenir le 25 février au 24 mars 2023 sous le thème « Le cinéma d'Afrique et culture de la paix ». Le budget de cette édition s'élève à près de 2 milliards de francs CFA. Le film retenu pour l'ouverture est Bravo Burkina du réalisateur Wale Ayodjide. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous. Bonsoir.